On va continuer notre introduction aux variables aléatoires avec maintenant cette notion de probabilité que grand X égale petit x. Donc ce que ça signifie, c'est quelle est la probabilité que ma variable aléatoire grand X prenne une certaine valeur petit x. Donc ici, j'ai repris l'exemple d'un dé et la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur 1, eh bien c'est 1 sur 6. Et c'est aussi 1 sur 6 pour 2, 1 sur 6 pour 3 et en fait, c'est le cas pour vraiment toutes les valeurs ici. Donc c'est ce qu'on appelle un cas équiprobable où tous les événements possibles de ma variable aléatoire ont la même probabilité d'avoir lieu. Maintenant, ceci, c'est la même chose si on s'intéresse à un pile ou face. Donc on aurait par exemple comme événement pile et comme événement face. Donc on va écrire P et F et on a une chance sur 2 et une chance sur 2. Maintenant, on va imaginer une autre variable aléatoire que je vais noter Y, qui représenterait, par exemple, une analyse des genres dans une sous-population qui serait chez les informaticiens, par exemple. Donc, la probabilité que ma grande variable aléatoire Y prenne la valeur Y. Donc ici, on va dire que c'est... alors là, j'ai mis petit x, mais ce serait à pile et face, on associe 1 et 0. Voilà. Et donc ici, on va faire pareil. On va dire la probabilité que ce soit un homme ou une femme. Donc un homme, on va dire que c'est 1 et une femme, on va dire c'est la valeur 0. La probabilité qu'on observe un homme, elle est peut-être un petit peu plus élevée que celle d'une femme, vu qu'on est restreint à la population des informaticiens et informaticiennes. Et on va ici imaginer que c'est 2 tiers. Et ici, forcément, ce sera 1 tiers. Parce que la somme de nos probabilités, ça doit valoir 1. Donc ça, c'est pour des cas de variables aléatoires discrètes. Donc des variables aléatoires discrètes, elles ont un nombre d'événements possibles fini. Ici, c'est 2 événements. Ici, c'est aussi 2 événements. Pour un dé, ce serait 6 événements. Mais on voit qu'on est restreint à un certain nombre de valeurs. Maintenant, s'intéresser à cette probabilité que x égale x pour une variable aléatoire qu'on appelle continue, c'est plus compliqué. Parce que si je prends une variable aléatoire grand X qui serait, on mesure la taille de quelqu'un dans la population, alors cette variable aléatoire, la valeur petit x qu'elle peut prendre, ça irait, on va dire, le plus petit possible de 1,20 m jusqu'à, disons, 2,20 m. Et donc, je peux prendre toutes les valeurs qu'il y a là entre. Et ici, on a une infinité de valeurs. On a 1,20 m, 1,20 m et 0,01 ou 0,02, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire continue. C'est un range de valeurs, donc une fourchette, et pas des valeurs bien définies comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on avait pour le dé, par exemple. Maintenant, pour déterminer cette probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur x, c'est plus compliqué. Parce que pour un cas discret, on a nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas totaux. Donc de faire 1 au dé, on a un cas favorable et on a 6 cas totaux par exemple. Ou alors on devrait faire une analyse statistique pour trouver ces probabilités. Ici, comme on a une infinité de cas totaux, la probabilité de faire par exemple exactement 1,60 m, alors ce sera 0, parce que on va diviser par l'infini en quelque sorte. Donc la probabilité que ma variable aléatoire prenne exactement la valeur 1,60 m, c'est 0. Parce que on peut s'imaginer que si on mesure quelqu'un d'1,60 m, ce sera 1,60,01 ou 0,2, etc. On peut imaginer ça comme ça. C'est pour ça que cette probabilité, elle vaut 0. En réalité, ça vient vraiment du fait que on a une variable aléatoire continue. Donc, il y a une infinité d'événements possibles. Et c'est pour ça que pour une variable aléatoire continue, on ne peut pas définir comme ça cette probabilité. On est obligé de donner des ranges de valeurs. Donc, par exemple, dire que ma variable aléatoire soit entre 1,59 m, qui soit plus petit que ma variable aléatoire, qui soit plus petit que 1,61 m, par exemple. Et ceci, ça nous mène à une grande différence entre les variables aléatoires discrètes et continues, notamment quand on essaye de représenter cette probabilité sur un graphique.
Donc, si je veux représenter sur un graphique la probabilité que x égale x pour des valeurs de x données, ici, je vais le faire dans un premier temps pour un d. Donc, on va noter ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est les valeurs pour mon d. Et maintenant, la probabilité, c'est chaque fois 1/6. Donc, j'ai à chaque fois des barres comme ceci qui me donnent mes probabilités. Souvent, on le représente plutôt avec des rectangles. Donc, on dit qu'en 1, on a ceci et ainsi de suite. Et tous ces rectangles montent en 1/6. Maintenant, pour l'exemple des hommes et des femmes avant, dans l'étude qui se restreint à la sous-population des informaticiens, on aurait hommes et femmes. Et la probabilité, c'était 2/3, 1/3. Donc, on aurait 2/3, 1/3. Et ça nous donnerait un diagramme qui serait comme ceci en 2/3 et en 1/3. Maintenant, imaginons que je veux faire la même chose pour l'exemple des tailles. Alors, j'aurai une valeur continue de taille qui irait, si on reprend les valeurs d'avant, de 1,20 m à 2,20 m. Donc, si je mets ces valeurs, j'aurai 1,20 m ici et on irait jusqu'à 2,20 m. Et si maintenant, on veut redonner une probabilité avec ces rectangles, eh bien, il faudrait que j'assigne un petit rectangle à 1,20 m, un petit rectangle à 1,20 m,01 m, 1,20 m,02 m, etc. Et on voit que c'est complètement impossible à représenter. En fait, on a à chaque fois des petits intervalles comme ça où on va mettre un rectangle. En fait, ce sera juste une petite barre comme ceci. Et si tu te rappelles des intégrales de Riemann, en fait, on retombe exactement sur le concept des intégrales de Riemann. Et à la fin, en fait, ces petits rectangles, si on les met un à un ensemble et on relie ça avec des points, ça va nous créer une courbe. Donc cette courbe, elle peut prendre plusieurs formes différentes. Par exemple, on a la classique loi normale. Pour les tailles, c'est ce qu'on attend. On aurait une loi comme ceci, qui fait ça. Et on a une petite probabilité d'être très petit, une petite probabilité d'être très grand, et la plus grande probabilité d'être à la moyenne. Maintenant, il faut faire attention pour la loi normale. Si je me mets ici, et là, on va dire que c'est 1,65 m, alors, quand je viens lire ici sur le graphique une certaine valeur, ça ne me donne pas la probabilité de faire 1,65 m. Comme je l'ai dit, ça nous donnerait 0, ça ne fonctionne pas. Cette fonction ici, donc ici cette courbe en cloche, c'est ce qu'on appelle une fonction de densité, une densité de probabilité, et elle s'utilise autrement. Elle s'utilise de telle manière à ce que, comme c'est une probabilité, il faut que l'aire totale là en dessous vale 1. Parce qu'en fait, on va tout faire des raisonnements en fonction de l'aire. Donc, l'aire totale, c'est 1. Et si je veux la probabilité de faire entre... J'ai dit avant qu'on s'intéressait plutôt à des intervalles. Donc, on va regarder la probabilité que x soit entre une certaine valeur L, x, et une certaine valeur U. Donc, si je prends L égale 1,20 m ici, et U égale 1,65 m, ça veut dire que je m'intéresse à cette aire ici. Et là, on voit que ça représenterait le 50%. Donc, on a 50% de chance de faire entre 1,20 m et 1,65 m. À chaque fois, il faut prendre l'aire sous la courbe entre ces deux valeurs qu'on prend comme pour définir notre intervalle. Si on veut la probabilité de faire entre 1,65 m et ici 1,70 m, alors je devrais m'intéresser à l'aire qu'il y a ici entre. Et on voit que par définition de la probabilité, si on veut la probabilité de faire entre 1,20 m et 2,20 m, alors la probabilité est de 1, parce qu'en fait, ça définit tous les événements possibles. Donc la probabilité de tous les événements possibles, c'est 1. Si tu veux plus en savoir sur l'utilisation de cette technique, je t'invite à regarder ma vidéo sur la loi normale et le tableau de la loi normale. Alors maintenant, ici, j'ai dessiné ce qu'on appelle une courbe en cloche, une loi normale. Mais ces courbes, elles sont pas obligées d'être comme ça. Elles doivent juste respecter la condition que l'aire en dessous vale 1. On peut par exemple représenter la probabilité qu'une télé fonctionne au fil des années. Donc là, on aurait les années.
Et la probabilité que la télé fonctionne, quand on l'a à 0 année, il y a une grande probabilité qu'elle fonctionne. Puis au fil des années, cette probabilité diminue sans jamais toucher 0, parce qu'il peut y avoir des télés qui vivent indéfiniment, mais l'air qu'il y a là en dessous doit valoir 1, parce que ce serait la probabilité totale en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une loi exponentielle. On peut aussi avoir une autre loi assez commune qui serait la loi uniforme. Donc ici, c'est pareil. On aurait une borne A et une borne B pour lesquelles on a des événements qui sont possibles, avec là une certaine fonction qui, autrement, si elle n'est pas entre A et B, vaut 0. Et cette fonction, elle doit valider le fait que cet R ici vale 1. Et ici, pour une taille d'intervalle donnée, la probabilité d'être entre un certain L et un certain U, si on les place ici, c'est exactement la même que si je les place un peu plus à gauche ou à droite, tant que l'écart est le même, parce qu'en fait, c'est une loi uniforme. On voit que pour n'importe quelle valeur, la hauteur ici est la même. Donc voilà, c'est ça la grande différence quand on a des lois continues ou des lois discrètes. Les lois discrètes, on l'a vu, on peut faire ce diagramme avec des rectangles et donc s'intéresser à des probabilités vraiment individuelles. Donc on avait comme ceci des rectangles pour définir nos probabilités. Donc on aurait quelque chose comme ça, par exemple. Parce que ce serait des valeurs bien définies, si je ne vais pas reprendre le D parce que j'ai changé les probabilités, mais on aurait des valeurs bien définies à chaque fois ici. Et le diagramme, comme ceci, c'est ce qu'on appelle la fonction de masse de probabilité pour une variable discrète. Et là, ça nous donne directement la probabilité que x soit égal à un certain x. Maintenant, si je veux faire ça pour une variable continue, alors je dois à chaque valeur qui est là en dessous lui assigner un petit rectangle. Donc à la fin, ça me donnerait quelque chose comme ceci. Et quand je vais relier tous ces rectangles, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, je vais obtenir une courbe. Donc ici, ma courbe, de nouveau, je refais la loi normale, mais elle n'est pas obligée de ressembler à ça. Et donc là, on obtient une fonction f de x. Ici, ce serait ma courbe. Et si on veut la probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur entre, on va dire, a et b, alors il faut que je fasse l'intégrale de a à b de cette fonction de densité, comme ceci. Et donc, avant j'ai utilisé L et U, maintenant je mets A et B. Si je veux la probabilité d'être compris entre A et B, alors je dois faire l'intégrale, donc ça revient à calculer l'air qu'il y a ici sous ma courbe, comme ceci. La plupart du temps, les analyses se feront sur des variables continues, c'est pour ça que pour la suite des vidéos, je vais vraiment m'intéresser à ce type de graphique avec les fonctions de densité et les fonctions de répartition pour des variables continues.